On me demande assez régulièrement si finalement j'investis en crypto-monnaie. Donc c'est évidemment sans surprise, j'investis en bourse. Mais au-delà de ça, on va me questionner souvent sur Instagram ou autre si finalement j'investis dans d'autres classes d'actifs. Et souvent, il y a le côté crypto-monnaie qui revient. Pourquoi? Parce que c'est assez accessible finalement comme la bourse. Tu peux dès 50, 100 francs par mois commencer à investir. Et surtout, c'est relativement facile. Avec une rapide application, tu te renseignes un petit peu. Tu peux du coup convertir tes francs en USDT ou peu importe et puis acheter n'importe quelle finalement crypto-monnaie. Et je voulais te répondre un petit peu en format vidéo pour t'apporter beaucoup plus de valeur sur finalement quel est déjà ce que j'en pense un petit peu de ce côté crypto-monnaie, de diversifier différentes classes d'actifs quand tu es un investisseur et surtout quelle est la stratégie que j'ai décidé d'appliquer du moins à mon échelle. Et tu le verras vraiment au cours de la vidéo, je suis pas un expert vraiment dans le côté crypto-monnaie, j'ai un avis qui est un petit peu tranché. J'imagine que si tu es plus renseigné que moi sur le côté crypto-monnaie, tu seras forcément pas d'accord et je te laisserai vraiment mettre un commentaire directement en description, ce sera vraiment un plaisir d'échanger. Mais aujourd'hui, je voulais déjà juste commencer, que ce soit même de manière générale, crypto-monnaie, bourse, immobilier, peu importe, juste de manière générale sur l'investissement, un petit peu une réflexion et une conviction profonde que j'ai, c'est qu'il faut vraiment en fait se devenir un expert d'une seule thématique, d'un seul domaine, d'une seule classe d'actifs finalement, et ne pas vouloir être un petit peu en crypto, un petit peu en immobilier, un petit peu en crowdfunding, un petit peu dans de l'achat de montres, etc. Enfin vraiment être moyen partout, parce que c'est vraiment ce côté où tu vas en fait prendre ton potentiel d'enrichissement. C'est parce que tu gagnes entre le 1er janvier et le 31 décembre, et le fait de le mettre un petit peu à droite à gauche, en fait tu vas juste diluer finalement tes efforts et tes efforts finalement pour obtenir finalement un rendement qui sera un peu moyen, parce que tu auras un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, alors que si tu développes juste déjà une compétence, des connaissances dans un seul domaine et que tu mets tout ton argent là-dessus, tous tes efforts là-dessus, tu vas forcément in fine, donc sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir, avoir des résultats qui seront bien plus importants que si tu avais fait un petit peu de tout. Et crois-moi, chaque sujet est vraiment complexe et très vague, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, l'immobilier ou autre. Tu ne sauras jamais tout, tu pourras jamais devenir un expert en crypto, puis en immobilier, puis en bourse, puis en private equity, etc. Tu vas vraiment, c'est plus vraiment une conviction profonde, mais choisir un seul domaine et vraiment devenir excellemment bon dans ce domaine et ne pas vouloir être moyen partout. Parce que tu vois, aujourd'hui, du coup, c'est côté un petit peu, bourse, crypto, immobilier, private equity. J'entends beaucoup d'investisseurs qui ont justement déjà commencé à investir, qui ont 50, 100 francs par mois, pas forcément des montants qui sont astronomiques. Et au-delà de ça, je reviens juste sur une parenthèse, mais quand tu investis, tu as toujours deux phases un petit peu d'investissement dans ta carrière, on va dire ça comme ça. Tu vas avoir ta phase de construction de patrimoine, où là, tu vas passer de 0 à 100 000, 500 000, 1 million de francs, peu importe. Et ta phase de capitalisation, donc quand ta phase de capitalisation est finie, donc tu as atteint vraiment un certain seuil de patrimoine, bien ensuite tu vas diversifier pour préserver finalement ce patrimoine. Et c'est à mon sens uniquement dans la deuxième phase que tu as atteint que là tu dois réfléchir à est-ce que je vais intégrer un autre actif dans ma stratégie, si oui, lequel. Mais du moment que tu es dans cette phase finalement de construction de patrimoine, de 0 à 100 000, 500 000, 1 million, peu importe, ça va être très propre à chaque personne, mais du moment que tu es dans cette phase vraiment de capitalisation, donc de construction de patrimoine, construction de richesse, là, tu dois vraiment prendre un seul élément, un seul actif et devenir excellemment bon là-dedans. Et tu vois, une erreur que je vois régulièrement, c'est cette fameuse phrase, on a déjà tous entendu, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et à mon sens, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier et ensuite en prendre extrêmement soin. C'est-à-dire que tu vas investir que en bourse, que en immobilier, que en crypto-monnaie. Ça dépend un petit peu justement de l'actif que tu auras choisi. Où est-ce que dans quelle thématique tu veux devenir extrêmement bon. Et ensuite, au sein de cet actif, tu vas diversifier. Si je te prends la bourse, tu vas avoir des ETF, tu vas avoir des actions, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir des obligations, ce genre de choses. Si tu prends l'immobilier, tu vas prendre que l'immobilier, mais tu vas avoir des 2,5 pièces, des studios, de l'investissement à long terme, du Airbnb à court terme, ce genre de choses. Et si tu prends du coup la crypto, tu peux avoir du coup des altcoins, du Bitcoin, des stratégies avec du rendement ou d'autres vraiment stratégies. Mais tu prends vraiment un seul actif et au sein de celui-ci, là tu diversifies. Et c'est vraiment, alors juste cette phrase-là, il faut mettre tous dans le même panier et puis ensuite prendre extrêmement soin. J'ai vraiment rien inventé. Ça vient de Andrew Carnegie, mais c'est juste pour illustrer un petit peu juste déjà la philosophie un petit peu d'investisseur que j'ai. C'est-à-dire que je vais vraiment devenir bon dans une seule thématique et les autres, je vais un petit peu les mettre de côté. Et c'est vraiment dans cette thématique que je vais faire mes preuves à mon argent, mon patrimoine. Et puis ensuite, quand je serai dans cette deuxième partie de ma carrière d'investisseur, commencer à réfléchir de est-ce que j'intègre un petit peu plus d'immobilier, de crypto-monnaie ou autre. Donc par définition, je ne suis pas du tout exposé à la crypto-monnaie, ou du moins très faiblement. Je te montrerai vraiment après avec ma partie stratégie. Et un autre élément que je voulais te montrer avant de dévoiler un petit peu
pour quelles raisons finalement je suis quand même un petit peu dans la crypto-monnaie, puis où est-ce que j'ai investi dans la crypto-monnaie, pour quelles raisons, à combien, etc. Comment je sécurise un petit peu tout ça. Je voulais juste revenir sur un élément qui est extrêmement mal compris, et je fais une parenthèse avant de te dévoiler ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est pas du tout ma zone de compétence. Si t'es bien plus avancé que moi là-dessus, évidemment que tu auras des cryptos qui vont être... je vais te montrer, tu verras, ça va faire très sens. Mais en gros, tu as 3 types d'actifs. Donc, très rapidement, un actif, c'est quelque chose que tu vas acheter qui va te générer de la valeur. Un passif, c'est quelque chose que tu vas acheter qui va perdre de la valeur. Donc, typiquement, tu achètes une voiture, tu sors du garage, elle a automatiquement perdu 20-30% de sa valeur. Tu achètes une action, un bien immobilier, dans les 5-10 ans à venir, à moins d'avoir fait une erreur monumentale, tu sais que ta action, ton bien immobilier va prendre de la valeur. Donc c'est vraiment un actif. Et au sein de ces actifs, tu vas avoir 3 types d'actifs différents. On va avoir, et c'est souvent ça qui est assez mal compris avec les personnes avec qui j'échange en termes de crypto-monnaie, mais tu vas avoir des capital assets qui, là, c'est vraiment factuel. En fait, on peut déterminer le prix ou la valeur de manière très factuelle. Tu vois, une action, une obligation, si je te prends, on va rester concentré sur le côté de l'action, mais une action, donc une entreprise, elle a un bilan comptable. Dans son bilan comptable, elle va avoir des actifs. Elle va posséder des véhicules de livraison, chacun vaut 50, 60 000 francs, des camions, peut-être 200 000, enfin peu importe. Elle va avoir des machines, elle va avoir des brevets, où là c'est peut-être un petit peu plus intangible à déterminer une valeur, mais un brevet a quand même une valeur. Elle va avoir en fait dans son bilan comptable des actifs. Donc cette société, cette entreprise cotée en bourse a une réelle valeur qu'on peut chiffrer. C'est 1 + 1 = 2. Cette société, cette action vaut ça. Évidemment que le prix que tu vas payer ne va pas être corrélé constamment à la vraie valeur de l'entreprise, parce que du coup, l'humeur des marchés va monter, baisser en fonction de la macroéconomie, de ce que Trump va tweeter, etc. Donc tu vas avoir un gros écart, mais de manière très factuelle, c'est un actif qu'on peut vraiment, de manière tangible, comme un appartement, comme un bien immobilier. Tu sais que tu as tant de surface de mètres carrés que tu as dû acheter de la peinture, tu as dû acheter des meubles, du chauffage, etc. Et si tu fais vraiment le cumul de ta facture, tu peux dire, ok, ça vaut tant. C'est vraiment de manière ultra factuelle. C'est ce qu'on appelle des capital assets, où tu peux vraiment déterminer la valeur de ce prix, de ce produit, voire de ce service. On va voir un deuxième type d'actifs qui va être du coup les actifs qui sont consommables, transformables. Ici, c'est tout ce qu'on peut du coup transformer, et c'est dans le titre, vraiment consommer et transformer, pour du coup en obtenir un autre actif. Là, ça va être le blé, pétrole, maïs, un petit peu ces matières premières. On va pas s'attarder, si tu prends quelque chose qui ne peut pas être vendu de cette façon-là, qui n'est pas réellement utilisable, qui n'est pas encore un produit ou un service, tu le mets dans une chaîne de valeur et in fine, ça va du coup créer quelque chose que tu peux, une table, t'achètes du bois, au début le bois, ton tronc d'arbre il vaut rien, mais si tu le transformes en table, ensuite tu peux aller chez Ikea puis le vendre 100 balles. Enfin voilà, c'est un petit peu pour donner l'exemple. Et la troisième catégorie un petit peu d'actifs, et c'est là-dedans que va aller la partie crypto-monnaie, et tu vas comprendre après pourquoi. Si t'es plus avancé que moi, tu seras peut-être pas d'accord, mais c'est un réserve de valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas factuellement dire combien ça vaut. C'est plus une estimation. C'est plus vraiment un côté où on va dire, ouais, il me semble que ça vaut tant. Et tu vois, ici, on peut pas vraiment les consommer. Déjà, tu peux pas consommer, ici, je t'ai pris des exemples, mais ça peut être l'or, des tableaux d'art, du bitcoin, ça peut être des montres de collection, des voitures de collection. Tu peux pas réellement les consommer pour porter de la valeur, et surtout tu peux pas leur attribuer une valeur qui est vraiment précise. Tu vois, si je te prends un tableau d'art, est-ce qu'un Picasso ça vaut 30 francs ou ça vaut 200 millions? Eh bien en réalité c'est plus selon l'interprétation. Et tu vois, un bon exemple, je pense à ça parce que j'ai suivi un documentaire là-dessus, mais si je te prends par exemple Van Gogh, qui est du coup aujourd'hui sa collection, elle vaut plusieurs milliards, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais lui il est devenu du coup un peintre extrêmement célèbre, mais après sa mort. Pourquoi? Parce que tout simplement sa femme, elle a publié en fait les récits, des lettres qui étaient associées à chacun des tableaux, et donc elle a apporté de la valeur via les tableaux. Mais l'histoire réelle, c'est que du moment qu'il est décédé, il y avait énormément de tableaux, elle n'arrivait pas à les vendre, il n'y avait aucune valeur, puis du moment qu'elle a publié un ouvrage sur la vie de Vincent Van Gogh, eh bien les tableaux ont explosé, le monde entier s'en intéressait, et puis tout d'un coup, un tableau qui valait rien la veille vaut aujourd'hui des milliards, juste parce qu'il y a un storytelling qui s'est créé autour. Et tu vois, ça, ce type d'actif, c'est totalement intangible. C'est pas juste la peinture vaut tant, ici le trait, l'ombrage qu'il a fait, si je cumule une facture, ça vaut XY. C'est pas comme ça, c'est selon l'interprétation un petit peu de différence humaine, de lui il est prêt à payer à tant, donc lui il sera prêt à payer un petit peu plus parce qu'il a un petit peu plus envie. C'est très quelque chose d'émotionnel et d'intangible. Et tu vois, l'or, c'est exactement le même principe, c'est une réserve de valeur, mais factuellement, de l'or n'apporte rien, n'apporte aucune valeur. C'est pas comme Mastercard qui va permettre à 2 personnes d'échanger de l'argent, c'est pas comme Booking qui va te permettre de réserver ton vol pour aller en voyage, c'est pas comme Apple qui va te permettre de travailler. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va pas forcément t'apporter de la valeur. Et le Bitcoin, du coup, c'est un petit peu cet or numérique, et les crypto-monnaies sont dans cette troisième catégorie d'actifs. C'est vraiment des réserves de valeur. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des
crypto-monnaies ne vont pas réellement t'apporter de la valeur. C'est juste un ensemble d'humains qui vont dire ça vaut tant. Moi, je pense que ça va un petit peu plus, donc je suis prêt à te payer un peu plus. Et c'est très spéculatif. C'est pas une valeur tangible. Et c'est là où je te disais aussi, aujourd'hui, tu as peut-être plus avancé que moi en crypto-monnaie, tu as peut-être certaines cryptos, et là, c'est vraiment, je pense, une partie infime qui apporte une réelle valeur, qui ont un vrai apport de valeur dans la société. Mais la plupart, c'est vraiment quelque chose d'intangible. C'est très un ensemble d'humains a l'impression que ça vaut tant, du coup un tel est prêt à payer tant, puis un tel est prêt à mettre un petit peu plus, donc le prix monte, puis au bout d'un moment pour x y raison plus personne n'en veut, du coup le prix baisse, et c'est vraiment quelque chose qui est pas rationnel, qui est pas tangible. Et c'est là-dedans en fait un petit peu que va se concentrer du coup cette partie crypto-monnaie. Et tu l'as compris, hein, non seulement moi je vais vraiment me concentrer sur une seule classe d'actifs, et en plus quelque chose que je peux concrètement déterminer quel est le prix de ce que j'achète, quelle est la valeur réelle que ça apporte à la société, de sorte à ce que je sais que quand moi je mets mon argent là-dedans, ça vaut réellement quelque chose. C'est pas juste un petit peu selon de l'émotionnel, un peu est-ce qu'il y aura quelqu'un en face de moi qui sera prêt à payer plus cher ou pas. Et c'est un petit peu, voilà, je voulais juste te mettre un petit peu ce contexte avant du coup de te dévoiler quand même ma stratégie en crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une sorte alors j'ai mis une mini thèse d'investisseur. Pourquoi ? Parce que vu que je suis pas exposé pleinement à la crypto-monnaie, j'ai pas travaillé non plus le sujet. Comme je t'ai dit, je suis vraiment concentré que sur la bourse et je me développe là-dessus. Mais j'ai mis 2 règles d'or que je m'impose de respecter avec la partie investissement en crypto-monnaie. Sans surprise, c'est vraiment uniquement du Bitcoin. Je vais pas du tout aller m'aventurer vers des altcoins ou bien d'autres Ether ou peu importe. J'ai aucune compétence là-dedans, je sais pas exactement à quoi ça sert, et j'ai vraiment ce côté où j'investis uniquement sur le Bitcoin, dans le sens où il y a un petit peu ce côté hors numérique, c'est un petit peu une sorte de valeur, une réserve de valeur, il y a un certain nombre limité, donc ça va prendre de la valeur. Mais ce côté même, c'est un nombre limité, donc ça va prendre de la valeur, c'est juste parce que c'est limité. Mais réellement, le Bitcoin n'apporte pas une réelle valeur, du coup, à la société. Et ici, deuxième règle, c'était juste pas plus de 5% de mon patrimoine. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a aussi ce côté où je t'ai mis, les investissements doivent être un petit peu fun, dans le sens où on a toujours en bourse cette stratégie un petit peu bon père de famille, avec ce côté finalement, voilà, c'est de l'investissement long terme, c'est lent, c'est ennuyeux, parce que tous les mois on fait son petit DCA, on investit 100, 200 francs dans les mêmes ETF, les mêmes actions, et il y a un petit peu ce côté, faut le dire, hein, c'est ennuyeux un petit peu cette stratégie du bon père de famille, mais parfois c'est aussi ok, et c'est pour ça qu'on fait du stock picking, d'aller chercher des actions, pour avoir un petit peu plus de fun finalement dans sa stratégie. Alors fun c'est peut-être pas le bon mot, hein, parce que la partie action, on va avoir une réelle stratégie. Pour la partie crypto-monnaie, ceux qui le font, il y aura une vraie stratégie. Mais aujourd'hui, dans mon cas, sur ce côté Bitcoin, c'est juste pour avoir, voilà, pas plus de 5% de mon patrimoine. Comme ça, je sais que ça n'apporte aucune réelle valeur. Donc, au pire, si dans 10 ans, tout le monde se rend compte que c'était, il y a une sorte d'humeur des marchés qui se met d'accord pour dire que ça ne vaut plus rien, au pire, j'ai pas perdu grand chose. Et puis, au pire, voilà, si vraiment ça augmente, et puis les humains, pour des raisons complètement irrationnelles, disent que ça vaut des millions et des millions, eh bien, il y a une petite partie de mon patrimoine qui peut être investie dessus. Et c'est le côté c'est un peu la poche, on va dire, dans mon patrimoine investi en bourse, un petit peu de pari, ou j'aime pas le terme casino en termes d'investissement, parce que c'est mettre de côté complètement la stratégie, mais c'est un peu le côté fun, et puis plus, c'est un pari sur le long terme, je mets que du Bitcoin, 5%, et puis je pourrais même t'avancer un petit peu sur le côté que aujourd'hui, les bitcoins que je possède sont même sur une clé Ledger, dans le sens où ça va être dématérialisé pour l'objectif. L'objectif, ce soit pas que ce soit associé à un exchange, pour que si, du coup, l'exchange fasse faillite, comme c'est déjà arrivé, hein, surtout que l'univers des crypto-monnaies, c'est vraiment pas du tout régulier. T'as pas de loi, hein. Si tu te trompes en investissant tes cryptos à la mauvaise personne, crois-moi qu'il y a personne qui va revenir en arrière pour te redonner l'argent. Et t'as pas comme, tu vois, en Suisse, t'as la FINMA qui va surveiller un petit peu ce que font les organismes financiers. Aux États-Unis, t'as la SEC. En France, tu vas voir j'ai plus le terme, mais il y a un autre organisme. Là, en crypto-monnaie, t'as vraiment pas de loi, de législation qui va réguler un petit peu tout ça. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel je me protège un petit peu. Je mets sur une clé Ledger où je sais que si l'exchange fait faillite, au moins mes cryptos m'appartiennent réellement. Et c'est un peu l'ensemble finalement de ma stratégie. C'est que je me dis que finalement, j'aimerais me développer dans une seule compétence, qui est du coup la bourse, que je fais depuis 4-5 ans et que je vais continuer pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Je suis conscient que du coup, la partie des crypto-monnaies, on est vraiment sur un actif réserve de valeur, donc il n'y a pas de notion tangible, il n'y a pas une facture pour me dire, voilà, tel jeton ça vaut tant, ça apporte tant de valeur, donc in fine ça vaut tant, donc c'est normal que les investisseurs achètent tant. Je me concentre vraiment sur quelque chose qui est capital asset, mais j'ai quand même un petit peu cette volonté d'avoir 5% de patrimoine qui est un petit peu investi dans un truc un peu fun, un peu pari, et puis donc d'investir directement en Bitcoin. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton avis, si tu es un petit peu plus avancé que moi sur le côté crypto-monnaie, pour débattre un petit peu de ce côté, ces 3 catégories d'actifs, me le mettre directement en commentaire. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une future vidéo.